ColorFront, c'est une société hongroise. C'était ceux qui étaient à l'origine de plugins qui s'appelait ColorStar et qui ensuite est devenu un outil d'étalonnage à part entière qui s'est appelé Colossus puis Luster une fois que ça a été repris par Autodesk. Et donc cette société a développé un nouvel outil qui s'appelle Onset Dailies. Alors bon, les dailies, on sait ce que c'est, hein, c'était le visionnage qu'il y avait régulièrement des rushs qu'on avait tournés en 35 le lendemain une fois que ça avait été développé. Avec l'arrivée des caméras numériques, ça a un petit peu changé cette donnée-là, puisque l'idée maintenant c'est de voir les rushs le plus tôt possible et parfois même sur le tournage. Donc il y a eu l'idée de développer un outil qui permettait de regarder ça, et puis non seulement regarder, mais prendre des notes, parce qu'on regarde les dailies et on décide si un élément est bon ou pas, on veut mettre une note, je sais pas, entrée de champ, caméra, etc. Et donc tout de suite, la première chose qui vient à l'esprit, c'est avoir une base de données. Donc Onset Dailies, c'est d'abord une base de données, mais une base de données ouverte. Toutes les informations qui sont faites dans Onset Dailies sont écrites, mémorisées dans cette base de données, mais on peut les extraire et les publier dans une base de données du prestataire X, A ou Y, ou les échanger. Donc ça, c'est important. La deuxième chose qui est importante sur les dailies, c'est tout ce qui est gestion de synchronisation audio. Alors c'est un peu moins vrai en France. C'est particulièrement important aux États-Unis, d'où l'énorme succès qu'ils ont aux États-Unis en ce moment. C'est que dans Onset Dailies, on a plusieurs outils automatiques pour gérer la synchro automatique audio. Donc détection de clap automatique, détection de synchro automatique, détection de timecode automatique sur les claps électroniques, qui vont faire qu'à une vitesse incroyable, on va pouvoir resynchroniser l'audio et la vidéo de façon très rapide pour permettre justement rapidement sur le tournage de voir pour la première fois audio et vidéo ensemble. L'autre élément, l'autre étape qui arrive après assez naturellement, c'est regarder la matière que j'ai dans mon image, jusqu'où je vais pouvoir aller et commencer peut-être à regarder certaines intentions d'étalonnage. Donc on a un petit peu dans la culture ColorFront toujours deux manières de travailler, linéaire ou logarithmique. On a beau travailler avec des caméras numériques, la majorité des chefs opérateurs aiment toujours bien parler en valeur en lumière de tirage ou en valeur de diaphragme. Pour exprimer ça vraiment de façon purement, très précise mathématiquement, le logarithmique est ce qui est le plus adapté. C'est ce qui va nous permettre de récupérer vraiment des informations très proches de ce qui existerait si on changeait le diaph au tournage sur Onset. Alors ces informations-là, on va modifier l'image, sa colorimétrie, et puis encore une fois, toutes ces informations de modification d'étalonnage primaire vont pouvoir être exportées en CDL ou directement comme des primaires lustres vers d'autres systèmes d'étalonnage. Donc le travail que j'ai fait sur mon Onset Dailies pour l'étalonnage primaire n'est pas perdu, c'est une première étape que je vais donner comme un prérequis au moment de ma phase d'étalonnage. Et puis, dernier élément important, c'est voilà, tous ces éléments-là, j'ai commencé à donner une intention, j'ai commencé à regarder les choses, à sélectionner. C'est important ensuite de pouvoir les exporter vers le reste de la chaîne. Alors le reste de la chaîne, c'est quoi? C'est par exemple fournir un H264 pour du montage virtuel. Ça peut être par exemple sortir une version iPad pour l'envoyer sur un site FTP que le producteur va pouvoir regarder. Ça va être sortir des DPX non compressés parce qu'on veut les envoyer aux effets ou commencer l'étalonnage. Et ça, il va falloir le faire très rapidement et le faire de façon la plus simple possible. Donc on a des systèmes de templates où on va pouvoir avoir un gabarit pour être sûr qu'on a toujours la même chose, qu'on a les mêmes réglages, parce que c'est souvent source de pas mal de petits soucis. Et puis ensuite, ça va être lancé en parallèle de façon très rapide. Avec une représentation en schématique pour dire voilà le traitement que je souhaite faire. Mon image d'origine est une image de tel type, je veux appliquer tel type de lookup, donc de transformation d'espace colorimétrique. Je veux appliquer tel type de correction colorimétrique, je veux appliquer tel type de traitement. Est-ce que je veux faire un merge ou un separate pour justement tout ce qui est problématique stéréoscopique. Et puis voilà, tout un traitement comme ça que je vais établir comme un template, je peux en faire plusieurs et ensuite je vais de ces templates là générer différentes sorties vers différents formats. Ce qui fait sa force aujourd'hui sur le relief et ce qui fait qu'aux États-Unis notamment il est très présent et très demandé, c'est que c'est la seule machine du marché à ma connaissance qui est capable de lire en temps réel deux flux ARRI-RAW simultanés. Donc pour tout ce qui est tournage stéréo avec des ARRI RAW, donc de la Alexa typiquement, qu'on a choisi de garder en RAW pour avoir une meilleure définition d'image le plus longtemps possible dans ma chaîne,
Le premier souci du RAW, c'est qu'il faut le débayeriser. Donc OnSetDailies est capable de débayeriser un flux depuis le début en temps réel. Pour ça, il a une particularité, c'est qu'on n'utilise pas du tout le SDK de Harry, parce que le SDK de Harry, dans l'état actuel des choses, ne permet pas d'être en temps réel. Et ColorFront a fait son propre débayeur, qui a d'ailleurs tellement plu à Harry qu'ils ont eux-mêmes acheté une version pour leur département d'effets, de post-production. Ce qu'ils ont fait, c'est que ce traitement mathématique de débayerisation, ils l'ont optimisé CUDA. Alors CUDA, c'est quoi? C'est une librairie de traitement OpenGL, c'est-à-dire que plutôt que d'envoyer mon calcul mathématique au processeur, je vais l'envoyer à des cartes graphiques. Et NVIDIA a eu cette idée de dire on a des puces graphiques qui sont très rapides, je vais faire une carte graphique mais qui ne va pas être destinée à faire de l'affichage, qui va être destinée à faire du calcul. Et donc on appelle ces cartes-là, c'est la famille Tesla. Et ici, dans OnSetDailies, on va pouvoir avoir une carte Tesla par flux temps réel que je souhaite avoir. Donc dans une configuration Harry RAW stéréo, je vais mettre 2 cartes Tesla dans ma machine. Et c'est ces 2 cartes Tesla qui vont être adressées par le logiciel pour faire ma débayerisation en temps réel. C'est ce qui le rend un peu unique sur le marché aujourd'hui. Il y a 2 configurations hardware possibles pour OnSetDailies. Il y a une configuration PC et une configuration Mac. Alors pourquoi déjà ces 2 univers? Simplement parce que, on l'a compris, Onset est toujours très proche de ce qui se passe avec la Alexa. Et sur la Alexa, notamment quand je veux écrire les résultats de ma Alexa en RAW, j'utilise un codex, qui est un boîtier de stockage. La société Codex dispose de plusieurs châssis qui permettent de récupérer ces magasins pour récupérer les images et les mettre sur les stations de travail. Et il y a un châssis entrée de gamme qui fonctionne uniquement sur Mac Pro. Donc ColorFront a voulu accompagner cette initiative en disant nous aussi on va porter notre logiciel sur le Mac Pro de façon à avoir un OnSetDailies capable de travailler avec un Mac Pro sur lequel j'aurais plugué un desk de codex de façon à ce que je tourne en Harry RAW, je prends mon châssis, mon pack, je le positionne sur mon boîtier codex connecté à mon Mac Pro, je fais play automatiquement et instantanément dans mon OSD. Ça, c'est assez unique. Dès que je vais vouloir attaquer des fonctionnalités stéréoscopiques, là je vais avoir besoin de mettre plus de cartes dans ma machine et je vais avoir besoin d'un petit peu plus d'espace. Je vais du coup me rabattre vers l'engin, on va dire, PC. Et là on va tourner sur une configuration Windows. C'est la Z800 qui a été certifiée, c'est une machine qui est robuste, qui amène de bonnes performances, qui a un nombre de slots assez intéressant. Donc dans une configuration stéréo, je vais avoir 2 cartes Tesla. La carte Tesla, ça prend 2 slots chacun, plus une carte Quadro 4000, ça prend un autre slot. Je peux rajouter encore une carte vidéo pour faire ma sortie sur un monitoring vidéo si je le souhaite. Et bon, là je vais avoir rempli ma machine, mais c'est fait quand même quelque chose de très puissant. Et puis après, ça reste des options, mais j'ai la possibilité d'amener ici un panel. Alors on a celui-ci qui a la particularité d'être rustique et assez peu onéreux, donc il ne craint pas sur le tournage. S'il y a de la boue, c'est limite si je ne peux pas le nettoyer sous la douche, c'est presque de ce niveau-là. Il y a d'autres panels qu'on supporte un petit peu plus luxueux, comme le CP200, voilà. Et puis un écran Dreamcolor, parce que c'est un écran qui est caractérisé, pour ne pas dire étalonné, mais au moins caractérisé. D'un Dreamcolor à l'autre, on n'a pas d'énormes différences, donc ça permet, même si on est sur les premières intentions d'étalonnage, d'être quand même le plus proche possible de ce que l'on aura, pour le coup, dans une vraie salle d'étalonnage avec des vidéoprojecteurs étalonnés. Les métadonnées qu'on transporte, déjà, on va récupérer toutes les métadonnées qui sont écrites dans le format de fichier d'origine, que ce soit de la RED, du R3D, ou que ce soit de la Alexa avec du RAW ou du QuickTime ProRes. Toutes les métadonnées qui sont écrites dans ces fichiers-là ou dans d'autres, la Phantom, etc., on garde tout. On garde tout et on les garde à leur place dans les métadonnées du fichier. Et en plus, on peut les écrire dans notre base de données. En plus de là où elles sont écrites dans le fichier, elles peuvent être écrites dans le... Après, voilà, donc on est très conservateur, on garde tout ça, on ne détruit rien. On prend, on lit, on manipule, on redonne dans l'état dans lequel on nous l'a donné au début. De la même manière, je vais pouvoir récupérer des fichiers XML issus du montage pour me dire tiens voilà, là on a fait un pré-montage, donc ce serait bien de garder ça et ça et ça. On n'a pas souhaité avoir dans OSD un système de montage ou de conformation à part entière parce que ça n'a pas vraiment de sens aujourd'hui, il y en a beaucoup sur le marché. Et là où il se situe dans la chaîne,
immédiatement après le tournage, ce n'est pas forcément ce qu'on lui demande. Maintenant, il y a une dérivation de son utilisation qui est de dire ça a été conçu pour être utilisé sur le tournage, ça l'est parfois, utilisé à cet endroit-là. Parfois, c'est utilisé juste à côté, dans un camion ou dans une chambre d'hôtel. Et puis, ce qui a tendance à se développer aussi, c'est son utilisation en fait en entrée de chaîne dans une structure de post-production. Parce que le post-producteur a cette problématique-là de plus en plus. Et avoir une machine qui prend plein de formats, qui permet de les voir rapidement, qui permet d'automatiser un process de redistribution en d'autres formats, moins exotiques et un petit peu plus cadrés pour le reste de la production, c'est quelque chose d'intéressant. On n'attend pas de lui qu'il soit responsable de l'archivage. Généralement, une des raisons pour lesquelles on ne s'est pas lancé là-dedans, c'est que d'un pays à l'autre, les contraintes d'assurance sont assez différentes. Et d'un pays à l'autre, il y a des choses qui sont acceptées, d'autres qui ne le sont pas. Ce n'était pas la priorité, ce n'était pas ce que nos clients demandaient en premier. Donc pour le moment, ils se sont concentrés vraiment sur cette capacité à avoir un outil tout en un qui prenne en charge l'intégralité de ce que les dailies demandent, à savoir je prends vite du contenu, je le synchronise vite, je le lis en temps réel, je le modifie et je le distribue le plus vite possible. Pour le reste, il y a d'autres organes qui existent déjà, il y a toujours des demandes, on pourrait faire plus, mais pour le moment, on nous a demandé de continuer à être toujours le plus rapide possible sur ce domaine-là. Dans OSD, il y a un système de color match automatique et d'ajustement des contrôles du vignettage automatique. Ça a été utilisé pour la première fois sur le film Three Musketeers qui était tourné en Allemagne en stéréo. C'était avec de la D21. Donc tout ce qui était en fait sur le tournage, il faisait déjà entre les deux sorties color match automatique et ajustement j'allais dire géométrique, correction géométrique des deux sorties des deux caméras pour que ça matche. Les métadonnées, encore une fois, on garde ce qu'on nous donne. Maintenant, si le système vers lequel on exporte n'est pas capable de faire quoi que ce soit avec ces données-là et qu'on a peur que ça se perde quand ça arrive dans ce système-là, un système de montage par exemple, on a toujours la possibilité dans OSD de venir en fait brûler à l'image ces métadonnées. Comme ça, pour le coup, on est sûr qu'elles sont toujours là. Alors évidemment, c'est plus aussi intéressant que si c'était de la métadonnée, mais on a quand même la trace. Donc ça peut être des choses bêtes, hein, le numéro de caméra, etc. Il y a plein de choses. Et voilà, donc on a la possibilité dans OSD de venir aller chercher à peu près tout et n'importe quoi de la base de données ou des métadonnées et de les afficher en burn-in sur l'image. Et je rajoute à ça des logos pour faire du watermarking ou des choses comme ça. Il y a tous ces systèmes de protection là. Mais ce qui était important, c'est d'être capable d'aller chercher tous les éléments de la base de données. Et tous les éléments des métadonnées, on peut aller les chercher, les extraire et les afficher à l'image.